Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir une intelligence de mon pays. Il est professeur à l'université de Kinshasa aux facultés des sciences pharmaceutiques et cadre à l'UDPS, cadre de l'UDPS. Je l'ai déjà mis sur mes comptes Facebook et Twitter que je recevais Paul Chilumbu. Très heureuse de vous recevoir, monsieur Paul. Merci, madame. Professeur Paul Chilumbu. Alors, la toute première question, vous regardez la caméra, vous nous dites pourquoi avoir porté ce béret. Est-ce que ce béret est signe d'identification par rapport à Étienne Tshisekedi? Vous êtes tous obligés de le porter? Non, pas nécessairement. Mais c'est notre look, c'est notre mode. Comme on dit, tel père, tel fils, et ça nous plaît, de fois, de temps en temps, de nous habiller comme notre père. Votre père qui est Étienne Tshisekedi? Ouais, notre père politique. Politiquement, ouais. Alors, vous êtes cadre dans l'UDPS. Comment ça se passe? Comment se porte votre parti aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, sans se voiler la face, permettez-moi l'expression, aujourd'hui, l'UDPS ressemble à Al-Qaïda, une nébuleuse. Tout le monde sort et dit n'importe quoi au nom de l'UDPS. Alors, comment se porte l'UDPS aujourd'hui? D'abord, madame, je tiens à vous remercier pour l'honneur que vous me faites de passer dans votre émission. D'entrée des jeux, je vous dirais que l'UDPS se porte très bien. L'UDPS n'est pas une nébuleuse, comme vous le dites. L'UDPS n'est pas un parti bancal. L'UDPS est un parti bien structuré, qui a une direction politique. Et je crois que si vous avez suivi même la presse, pas plus tard que la semaine passée, on a eu à présenter le cabinet complet du président du parti, Alimété. On a eu à présenter la commission préparatoire du congrès du parti qui va se tenir au début de cette année. On a eu à présenter les membres de la commission électorale du parti. Donc, je vous informe que, madame, l'UDPS se porte très bien. L'UDPS se restructure pour préparer les enjeux à venir. Malheureusement, c'est vraiment avec beaucoup de regrets que nous avons suivi un cadre de l'UDPS à la télé, celui qui est en train un peu de mettre cette confusion et la zizanie dans la tête des gens. On en parlera, mais je voudrais bien savoir, est-ce que tu sais qu'il tient encore de main de maître l'UDPS ou comme les mauvaises langues disent que c'est sa femme qui prend aujourd'hui les décisions, sa femme et son fils. En fait, sa famille biologique aujourd'hui est en train de prendre en otage l'UDPS. Oui, mais ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas Tshisekedi. Madame, l'armée de Mobutu, l'armée de Kabila, n'a pas pu prendre en otage Étienne Tshisekedi. Mais là, Tshisekedi aujourd'hui est un vieillard. Il faut pas le déifier, professeur Paul Chilumbu. C'est un vieillard aujourd'hui qui a droit au repos. Il a presque 70 ans, presque 80 ans. Vous ne pouvez pas le laisser se reposer. Mais pourquoi il va se reposer aussi longtemps que la mission pour laquelle il s'est investi toute sa vie? C'est d'être président de la RDC. C'est ça sa mission finale. Attendez, être président même pendant 5 minutes. Laissez-moi le temps de parler un peu. Je crois que vous allez mieux me comprendre. Le combat de Tshisekedi n'a jamais été pour qu'il soit président de la République. Si c'était le cas, je suis sûr qu'il serait déjà président dans ce pays, à n'importe quel prix. Je vous dis, vous êtes sans ignorer que même au début du combat de l'AFDL, parmi les premières personnes qui ont été contactées pour prendre la tête de ce mouvement, c'est Étienne Tshisekedi Wamuluma. Vous savez combien on a proposé à Étienne pour le pouvoir? Et il a refusé. Parce que Tshisekedi a toujours eu un souci et un seul, le bien-être de notre peuple. Et c'est ainsi qu'il a même offert en don pratiquement sa vie. Tshisekedi est pratiquement l'otage des Congolais. Parce que lui, toute sa vie, il s'est donné pour mission sortir notre peuple de l'Égypte comme l'avait fait Moïse pour l'amener dans la terre promise. Il ne sera pas là, hein, comme Moïse. Moïse n'est jamais entré dans la terre promise. Hein. Vous savez, il peut ne pas entrer, mais au moins sa mission aurait été accomplie. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons donc cette rétrospective par l'annulation de la marche du 16 février par l'Église catholique et la réaction de la société civile par rapport à cette marche. Elle prend le contre-pied de tout le monde.
L'Église catholique renonce à organiser la marche le 16 février prochain. Dans sa lettre adressée à tous les évêques du pays, le président de la SYNCO, Monseigneur Nicolas Djomo, affirme que l'initiative marquant pourtant la commémoration des chrétiens tués en février 92 a suscité des attentes contrastées et démesurées, je cite, chez nos compatriotes. Selon le prélat catholique, les uns y ont vu une action citoyenne aux fins politiques, d'autres ont envisagé une contre-marche à la même date. Par cette annulation, l'Église catholique de la RDC dit ainsi éviter toute récupération politique dans un contexte préélectoral tendu, mais également obéir à la recommandation du Saint-Siège relative à la suspension de toutes les initiatives susceptibles d'être manipulées pour des fins politiques. La marche tant attendue n'aura donc plus lieu. En lieu et place, l'on apprend de certaines sources dignes de foi l'organisation des messes œcuméniques. Pour rappel, c'est en fin novembre dernier que la Conférence épiscopale nationale du Congo avait annoncé une marche dite pacifique dans les diocèses pour la consolidation de la démocratie le 16 février 2016, en mémoire de la marche des chrétiens reprimée dans le sang par le régime Mobutu le 16 février 1992 à Kinshasa. La commémoration de la date du 16 février, voilà un point qui met d'accord aussi bien la société civile que l'UDPS. En fait, c'est quand même une grande journée. Le 16 février, c'est un jour commémorable. C'est la lutte pour la démocratie. Aucune des deux parties n'ignore les caractères sages de la décision de l'Église catholique s'agissant de la suspension de l'initiative d'organiser une marche pacifique. Je pense que nous pouvons que saluer cette décision pour montrer réellement qu'en tant que société civile, nous ne pouvons pas accompagner les politiques. La décision prise par l'Église catholique, c'est une bonne décision. Parce que en ce moment où nous avons besoin tous de rester figés sur l'avenir de notre pays, nous ne voulons pas que les gens se réfugient derrière l'Église catholique pour faire du n'importe quoi. Contre toute attente, les forces vives et l'UDPS ne se mettent pas d'accord sur un point. Il s'agit ici du renvoi réciproque des responsabilités d'une telle initiative. Qu'on laisse aux politiciens, bien entendu, l'opposition qui a lancé l'appel à la marche, le PPRD aussi qui a lancé l'appel, qu'ils fassent montre de quoi ils sont capables au lieu de s'allier derrière l'Église et qui pourrait donner force à l'un ou l'autre parti pour récupérer entièrement. En attendant, les suspens demeurent quant à la question de savoir s'il y aura marche pacifique ou pas, et surtout sous les labels de quel initiateur, maintenant qu'il ne faut plus compter sur l'Église catholique. Professeur Paul Tshilumbu, on connaît l'UDPS. L'UDPS, c'est elle qui a commencé avec les marches en République démocratique du Congo. Sans l'Église catholique aujourd'hui, est-ce que l'UDPS peut aujourd'hui faire descendre la population dans la rue, peut soutenir aujourd'hui une marche? Oui, merci, mais comme vous l'avez dit, en tout cas, nous croyons que dans ce pays, l'UDPS n'a plus rien à démontrer. Mais vous n'avez plus cette capacité Oui, mais c'est ce que vous dites toujours, c'est ce que vous dites toujours, mais attendez, le président Tshisekedi est en train d'arriver. Vous verrez une démonstration de force dans ce pays, c'est pour très bientôt. C'est ce qu'on dit toujours, vous n'avez plus, vous avez fait les sondages où? Je vous dis que jusqu'à présent, l'UDPS reste le plus grand parti de ce pays. Reste le plus grand parti de ce pays. Et nous allons démontrer le contraire de tout ce que vous êtes en train de dire, que l'UDPS a encore la capacité de mobiliser les Congolais. Parce que les Congolais croient encore au sens du combat de Tshisekedi. Vous comprenez la décision de l'Église catholique? Est-ce une décision sage? Oui, absolument. Parce que si nous avons vu les manipulations qui ont été autour de cette date, en commençant d'abord par le PPRD, qui a commencé, je me demande, monsieur le gouverneur, quel est ce parti qui peut avoir l'autorisation de manifester chaque dimanche sans problème? Parce que l'opposition, quand elle veut manifester, ne fût-ce qu'une fois l'an, il faut voir le nombre de tracasseries auxquelles nous sommes soumises. Mais le PPRD a récupéré cette date pour en faire une date de confrontation. Et je trouve que la position de l'Église est sage pour éviter qu'il y ait
mort d'homme et qu'on puisse imputer Mais aujourd'hui, à l'Église. On a l'impression, professeur Paul Chilumbu, qu'il y a une sorte de triomphalisme dans l'autre camp, dans la majorité présidentielle. Aujourd'hui, même dans des chaînes de télévision, on parle de la faiblesse aujourd'hui de l'Église catholique, de la capitulation même de l'Église catholique, de l'achat, entre guillemets, de l'Église catholique. Oui, mais c'est totalement, c'est de l'irresponsabilité. Parce que ceux qui connaissent l'Église catholique, en tout cas, c'est l'Église la plus sérieuse de notre pays. L'Église catholique, ce n'est pas une Église qui se fait manipuler par qui que ce soit. Et je crois que les positions de l'Église, les prélats de l'Église l'ont toujours assumé. N'oubliez pas, quand nous voulons commémorer la date du 16 février 92, c'était la même Église. Et si elle a commandé cette marche aujourd'hui pour des raisons sécuritaires, voyant ce qui se préparait en face de nous, alors je crois que c'est une décision sage. Il n'y a rien... C'est pas une faiblesse de l'Église catholique? Aucune faiblesse n'est dedans. Aucune faiblesse. Je crois que c'est une position de sagesse parce que l'Église prône la paix. L'Église ne prône pas la confrontation avec un parti politique. Vous voyez ce qui est en train de se faire dans le camp du PPRD. C'est comme en 2011 qu'ils sont recrutés ce qu'on appelle les Pomba. En 2011, ils leur avaient donné des machettes. Il leur avait acheté des motos. Vous avez des preuves? Ah, bien sûr, nous avons des preuves. Nous en avons été victimes, nous, à l'UDPS. Chaque fois qu'il y avait nos marches, et avec l'ancien président de la Ligue des jeunes du PPRD, c'est lui qui avait recruté ces gens-là. Il y a dans ce pays des Pomba, pratiquement des Koulouna, qui se promenaient avec des policiers qui les gardaient. Nous avons vu ça. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, l'Église, je crois, que pour éviter des morts de plus, en tout cas, je crois que cette démarche, elle est à saluer, elle est sage. Mais l'UDPS, qu'est-ce qu'elle fera par rapport à cette date du 16 février? Qu'est-ce que vous prenez Non, mais je crois que l'exécutif du parti va se prononcer là-dessus et je crois, par voie de presse, vous serez informé. Parce qu'on sait le rôle qu'a joué l'UDPS lors de la conférence nationale souveraine. On ne doit pas oublier cela. Absolument. Tshisekedi a été élu Premier ministre lors, pendant la conférence nationale souveraine. C'est ce que je dis. En tout cas, je crois qu'il y aura une activité. Mais je crois que les autorités de l'UDPS se prononceront le moment venu. Voilà, mesdames et messieurs, ce deuxième condensé est consacré au dialogue et aux activités de la centrale électorale. Premièrement, la campagne pour soutenir le dialogue et la découverte des cartes d'électeurs chez les non-congolais. Suivons. Cette population ici au terrain municipal de Massina est venue écouter le message de la plateforme J'aime la RDC, je soutiens le dialogue. Un seul message, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo, je soutiens le dialogue pour la paix afin de concilier les impératifs du développement à ceux de la démocratie. Ce message vient ainsi éclairer les zones d'ombre autour du dialogue national et démontrer à suffisance les avantages de cette initiative du chef de l'État. La population de cette partie réputée chaude de Kinshasa a manifesté son adhésion à cette campagne de soutien au dialogue. C'est au travers de la signature de la charte de J'aime la RDC, je soutiens le dialogue. À travers cette campagne, Agir a voulu montrer que nous soutenons la campagne patriotique J'aime mon pays, la RDC, je soutiens le dialogue. Pourquoi nous soutenons le dialogue? Nous soutenons le dialogue parce que nous, Agir, nous avons 200 candidats à la députation provinciale. Jusqu'à ce jour, les élections ne sont pas concrétisées. C'est pourquoi nous disons nous devons aller au dialogue, nous devons échanger. Autour d'une table, on va trouver des solutions à tous les problèmes pour éviter les chaos. Je suis de l'UDPS, nous avons été éclairés sur le dialogue. Le dialogue est un cadre idéal pour discuter de l'avenir du Congo. Nous, les sapeurs de léopard de la SAP, on s'est intégrés pour le dialogue. On est pour le dialogue, on soutient les chefs de l'État. La coordination nationale de cette plateforme qui a organisé ces meetings populaires entend poursuivre avec des actions de terrain pour expliquer à la population que le dialogue national s'avère le cadre idéal de discussion pour des élections crédibles et apaisées en vue d'un Congo uni, prospère et émergent. Nous
avions diligenté une mission à Ouvira, au Sud Kivu. La mission a été conduite par le rapporteur en question. Au regard de certaines cartes qui étaient saisies par les services, les gens d'ordre, et nous avons diligenté dans cette mission pour authentifier ces cartes. La CENI effectivement a préoccupé parce que les cartes d'électeurs saisies indiquent justement que c'était des volets vierges de cartes qui ont été imprimées en dehors du circuit normal. Donc ce sont des fausses cartes en circulation détenues par des étrangers, des personnes qui ne sont pas ressortissants de la RDC. Mais nous sommes aussi contents parce qu'en même temps, le Parlement s'est saisi du dossier. Il a diligenté aussi une mission parlementaire. Et que nous, pour ce qui est de la CENI, nous allons inviter la justice à faire son travail là-dessus. Nous avons déjà pour cela déposé plainte contre X pour prendre en charge cette question très épineuse qui préoccupe la Commission internationale. Professeur Paul Tshilumbu, question directe. Est-ce que vous aimez la RDC? Absolument, la RDC c'est ma patrie. Je suis congolais, j'aime le Congo, j'aime la République démocratique du Congo. Donc vous soutenez le dialogue? C'est pas un slogan, s'il vous plaît. C'est pas un slogan. Nous soutenons le dialogue pour des raisons précises. Parce que lorsque nous avons vu nos compatriotes qui sont en train de rendre ça pratiquement comme un slogan creux, il fallait qu'ils ajoutent « Nous soutenons le dialogue » pour avoir des élections démocratiques, libres et transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel. Ça, il faut ajouter. Voilà la raison pour laquelle nous soutenons le dialogue. Parce que nous croyons que dans l'impasse... C'est le cadre idéal pour vous, pour trouver la solution à tout ce problème? Absolument, absolument. Nous n'avons pas vu quelqu'un qui a proposé mieux que le dialogue. Nous n'avons pas vu. Je crois que même tous nos compatriotes aujourd'hui qui se rebiffent alors qu'ils ont été au premier plan pour redemander le dialogue, ils ont même créé des structures pour demander le dialogue. Je rencontrais même une fois mon compatriote Martin Fayoulou au niveau de Rond-Point Ngaba, n'est-ce pas, en train de sensibiliser pour le dialogue. Alors là, vous ne comprenez pas leur revirement aujourd'hui? Non, ça ne s'explique pas. Ce sont seulement des revirements pour un repositionnement. La position officielle de l'UDPS, prof. Paul Tshilumbu, c'est soutenir le dialogue pour avoir un processus électoral apaisé, les élections apaisées, démocratiques, mais dans les délais constitutionnels. Absolument. C'est la position officielle de l'UDPS. Il y a un autre son de cloche au sein de l'UDPS par rapport à ce point-là. Lequel? Que vous ne soutenez pas du tout le dialogue. Vous n'êtes pas le seul membre de l'UDPS, il y a bien d'autres cadres de l'UDPS qui passent dans les chaînes de télévision et donnent un autre son de cloche. Non. C'est pour ça que je me posais quelle est la position officielle de votre parti? D'accord, merci, mais je crois que quelqu'un qui passerait à la télévision, je crois que vous êtes en train de parler de notre camarade Valentin Moubaké. C'est quand même un cadre, une figure de proue dans votre parti qui a été à la tête. Je crois que je suis... Le commencement de l'UDPS, c'est pas quelqu'un à négliger, Valentin Moubaké. Il a fait quand même des années au sein de l'UDPS. S'il vous plaît, Moubaké venait à l'UDPS en 92, n'est-ce pas? Mais ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est pratiquement ahurissant. Comment ça? Pour un cadre de sa trempe, n'est-ce pas? Passer à la télévision. D'abord, il se présente comme le conseiller politique du président Tshisekedi. Un conseiller, c'est quelqu'un qui parle à l'oreille du chef. Donc lui ne parle pas du tout à l'oreille du chef. Mais pourquoi ces sorties médiatiques intempestives et inopportunes? Qu'est-ce qu'il cherche? Absolument qu'il dise clairement ce qu'il cherche. Parce que comme je disais au début, que l'UDPS n'est pas un parti bancal. L'UDPS est géré. Vous avez tout le monde a suivi verbalement le président Tshisekedi dans son message de vœux. Qu'est-ce qu'il a dit? Le dialogue reste la voie royale pour sortir notre pays de l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Et nous soutenons
le dialogue tel que prescrit par les accords cadres d'Addis Abeba et toutes les résolutions des Nations Unies subséquentes. Alors, s'il y a un cadre de l'UDPS qui passe à la télévision pour dire que nous ne soutenons pas le dialogue, je crois que c'est de l'imposture tout simplement. C'est de la mégalomanie parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un cadre de l'UDPS, qu'il passe à la télé pour méconnaître pratiquement toutes les institutions dirigeantes de notre parti. C'est une absurdité. Et un homme de sa trempe, il ne peut pas se jeter dans ce genre de jeu. Il ne peut pas se jeter dans ce genre de jeu. Quelqu'un qui n'a pas vu le président du parti, ça fait plus de 2 ans, alors qu'il n'y a pas plus de 2 mois, le secrétaire général Bruno Mavungu, avec son adjoint Chibala Bruno, était à Bruxelles, sur invitation du président du parti. Ils ont eu des séances de travail avec le président. Il y a eu même des communiqués. Ils sont rentrés. L'autre cadre était à Bruxelles aussi. Oh oui, mais il n'a même pas pu voir le président. Alors il parle de quoi? Il parle de sa vie ou de ses illuminations. Tshisekedi est en vie. Tshisekedi parle encore aujourd'hui. Tshisekedi reçoit encore aujourd'hui. En dehors même de l'UDPS, il y a plusieurs compatriotes qui l'ont rencontré. Revenez expliquer un peu la position de votre parti. C'est vrai qu'à un moment, quand il y a eu les élections en 2011, le président Tshisekedi avait dit que les élections n'étaient pas tout à fait claires, nettes et tout ça, qu'on lui a volé son impérium. Il a même demandé à ses députés de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il veut le dialogue. Pourquoi? Pour récupérer son impérium? Oui, mais madame, il faut comprendre la démarche de Tshisekedi. C'est ça. Expliquez-nous un peu ça. Je suis en train de vous expliquer. Je vous ai dit au début que Tshisekedi met d'abord l'intérêt du Congo et des Congolais en avant-plan. Parce que nous voyons les gens qui s'agitent aujourd'hui. Dans cette affaire-là, qui est la victime? C'est Tshisekedi. Dans cette affaire-là, s'il y avait quelqu'un qui devait avoir de la rancune contre Kabila, c'est Tshisekedi. Parce que c'est Kabila qui lui a volé sa victoire. Mais le même Tshisekedi laisse couler l'eau sur le pont. Il dit qu'il veut parler avec le même Kabila pour l'intérêt des Congolais. Vous êtes sûr qu'on pense à ces Congolais ou c'est pas pour ses propres intérêts? Vous les politiques. Mais quels intérêts? Tshisekedi n'a aucun intérêt. Attendez. Il assiste pour l'intérêt des Congolais. Mais quand on parle d'un processus électoral équitable, apaisé, sans violence, vous pensez qu'il parle pour lui? Qui meurt chaque jour quand il y avait des élections ici? C'était les Congolais. Et nous disons que tant qu'il y aura la moindre chance de sauver une seule vie humaine par le dialogue, nous nous souscrivons dans cette voie-là. Une petite question par rapport au cas des électeurs. Aujourd'hui, la CENI a remarqué qu'il y a des cartes qui sont imprimées en dehors du circuit normal. Donc, il y a des voisins qui ont nos cartes d'électeurs. Alors, comment identifier aujourd'hui qui est Congolais, qui ne l'est pas aujourd'hui? Parce que si un Burundais a la carte d'électeur de la RDC, un Centrafricain, un Rwandais, ça devient compliqué pour faire d'ailleurs ces élections apaisées. Oui, mais madame, tout ce que la CENI fait là, c'est de la farce. C'est de la farce. Écoutez, en 2011, vous vous souvenez, avec le secrétaire général Chabani, nous avions proclamé jeudi sinistre parce que l'UDPS voulait qu'on puisse auditer le fichier électoral. Ngoyi Mulunda et son équipe, ils avaient refusé. Aujourd'hui, avec l'audit de l'OIF et l'audit interne, madame, vous avez vu à quel point ce fichier est corrompu. Il y a des millions, parce qu'on oublie que c'est ce fichier qui nous a amenés aux élections en 2011. Il y a des millions et des millions de doublons dans ce fichier. Vous comprenez? Ça, c'est un des deux. En 2006, madame, vous savez que pendant la période électorale, nos frontières à l'est du pays étaient ouvertes. On a laissé entrer ici des centaines, des milliers de Rwandais qui sont venus prendre des cartes d'électeurs ici chez nous pour voter. Vous pouvez demander à l'ancien secrétaire général
du PPRD, M. Caméré à l'époque. C'est lui qui était pratiquement le moteur cerveau de cette opération. Aujourd'hui, en 2011, vous demandez Jérôme Mbosso, le président de la Linérite, mais il vous dit que pratiquement 40% des kits sont à l'extérieur, sont au Rwanda, sont en Ouganda. Et c'est aujourd'hui que ces gens se réveillent pour nous montrer 20... Il n'y a pas 20 cartes, madame. Il y en a des millions. Il y en a des millions. C'est en cela que nous disons, au lieu de faire cette farce-là, que nous puissions réellement nous retrouver autour d'une table, que nous puissions nous regarder en face, de regarder qu'est-ce qui est faisable actuellement, qu'est-ce que ça demande pour que nous puissions aller à des élections. Ce fichier-là, il est corrompu, il faut pratiquement le refaire, mais ça demande combien de temps? Ça va prendre 3 ans, ah non, c'est faux. Selon Jérôme Bosso. Hein, il faut non. Vous savez, dans ce qui est souhaitable et dans ce qui est faisable, il y a toujours un juste milieu. Donc on peut trouver un compromis pour que nous puissions aller à des élections dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels. Paul Tshilombo, la population se pose une question simple. Oui. Aujourd'hui, le dialogue apparaît comme l'endroit idéal pour résoudre tous ces problèmes dont vous nous parlez tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas donner tout simplement l'argent à la CENI? Elle va faire son travail tout simplement. Ça va éviter tout ça. Oui, madame, mais votre question, elle vaut vraiment son pesant d'or. Mais je voudrais expliquer quelque chose de très important pour que notre population puisse comprendre. Lorsque on forme la CENI de Malo Malo, quand on a nommé Malo Malo à la tête de la CENI. En 2011 ici. En 2011 ici. Toute l'opposition était contre cette CENI-là. Quel a été le discours de l'opposition? Et nous maintenons le même discours jusqu'à aujourd'hui. Que la CENI de Malo Malo est une CENI inféodée à la majorité présidentielle. Cette CENI obéit à l'œil et au doigt de M. Kabila. Vous avez vu comment il est en train de manipuler le représentant de cette CENI. Il a enlevé Malo Malo, il a mis Nanga. Vous savez les conditions dans lesquelles Nanga est passé président de la CENI. Il a enlevé le représentant du PPRD parce qu'il aurait fait un rapport qu'il n'a pas plu. On l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Ainsi, nous, à l'opposition, nous avons dit que cette CENI ne nous garantit pas l'impartialité d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Vous voulez qu'on change carrément absolument. Madame, je voudrais vous rappeler que M. Fayoulou a initié une pétition de 100 000 signatures contre cette CENI. Je ne raconte pas des histoires. Dans les forces politiques et sociales, nous étions avec M. Caméré et l'UNC. Vous vous rappelez que l'UNC est allé même demander à son représentant, à la CENI, de quitter la CENI. Parce que cette CENI ne nous garantissait pas des élections crédibles. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour que cette CENI qui était décriée, aujourd'hui qu'on lui donne l'argent et qu'elle organise des élections? Est-ce que vous croyez que maintenant, en donnant l'argent à la CENI, on ne va plus nommer des députés? Quelle est la garantie que nous avons aujourd'hui? C'est ça la question que moi, je pose à ces compatriotes. C'est dans le dialogue que vous allez recréer absolument, parce que si vous lisez, pas l'esprit de confiance, parce que dans notre cahier de charges, nous, à l'UDPS, nous avons dit qu'il faut carrément refonder cette CENI. Parce qu'elle n'assure pas l'impartialité. On peut donner à la CENI l'argent. Nous allons aller aux élections comme en 2011, où les gens de la majorité présidentielle, avec toutes les irrégularités, avec la même CENI inféodée à la majorité présidentielle. Quel est le problème que nous aurons résolu en ce moment? La toute dernière question, vous avez suivi la sortie médiatique de Moïse Katumbi, Paul Tshilombo. Il veut les primaires pour avoir un seul candidat de l'opposition pour l'élection présidentielle en 2016. Vous partagez son point de vue? Non, mais ça me fait d'abord rire, ça me fait rappeler... C'est une proposition. Oui, c'est une proposition, mais ça me rappelle quelqu'un... Non, ça me rappelle quelqu'un, à la veille de chaque élection, il quitte la majorité présidentielle, il vient à l'opposition,
il réclame les primaires. Qui l'a réclamé avant lui? Kamere l'a réclamé en 2010. Quand il a quitté le PPRD. Non, non, madame, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, pourquoi? Je ne sais pas s'il a vraiment réfléchi, il a mûri cette question. D'abord, quel sera le corps électoral de cette opposition? Qui va voter? Les membres, vous avez pas des mais qui? Parce que d'abord, l'opposition, c'est une nébuleuse. Ah, là, vous l'admettez. Ah, bien sûr, c'est une nébuleuse. Est opposant qui veut. Aujourd'hui, vous êtes avec Kabila, vous faites 9 ans avec lui, la 10e année, vous quittez, vous dites que je suis opposant. Là, et vous refusez. C'est une pierre au G7, ça. Ah non, mais attends, j'assume mes propos. Okay. J'assume mes propos. C'est trop facile quand même ça. Mais l'opposition, c'est pas une fonction. C'est pas une fonction, mais il faut que nous ayons d'abord la culture. Vous avez quoi? Vous avez un sifflet pour décréter Madame, son état il faut que nous ayons d'abord la culture de rendre compte quand on a géré. Avant de se proclamer opposant, présentez d'abord le bilan d'où vous venez. D'où vous venez? Ce sont des bourgeois compradors. Ils ont saigné à blanc ce pays. Tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Mais le G7, votre fameux G7, il a été créé quand? Mais ils étaient dans le gouvernement de Kabila. Ils sont comptables avec Kabila. Je m'excuse ce que je dis, ça m'engage. Ça n'engage pas mon parti. Mais moi, en tant que Congolais, je suis aussi libre de réfléchir. Okay. C'est trop facile. S'il vous plaît, je termine pour dire ceci. Pour organiser les primaires, comme ça s'organise ailleurs, ça s'organise à l'intérieur des partis. L'UDPS peut le faire? L'UDPS peut faire? Oui, on peut faire ça à l'intérieur de l'UDPS. Mais nous avons au Congo 500 partis. Et demain, ils vont aller acheter des petits partis là-bas. Ils vont nous amener 400 partis qui vont s'autoproclamer opposition. Et ces petits partis vont voter pour eux, pour qu'ils disent que c'est nous les représentants. Non mais attends, nous ne sommes pas quand même nés de la dernière pluie. Voilà, la MONUSCO a mis l'accent cette semaine, mesdames et messieurs, lors de son point de presse hebdomadaire sur le massacre à Miriki. Et la nouvelle société civile a réagi par rapport au retour du contingent congolais de la République centrafricaine. Cet tête-à-tête avec la presse aura été une occasion propice pour Charles Bambara de dédouaner la mission onusienne en République démocratique du Congo quant aux multiples interrogations sur la concentration de ses troupes dans l'est du pays. Alors que cette partie de la République démocratique du Congo connaît les attaques récurrentes de forces négatives, cas du dernier massacre de Miriki. Le directeur de l'information publique à la MONUSCO rapporte que les groupes armés profitent de l'immensité du territoire pour agir. Cependant, les casques bleus et les FARDC ne vont pas céder. C'est des territoires immenses et même si nous disons que nous sommes présents par exemple dans le territoire de Lubero, où il y a eu lieu, j'allais dire, cette attaque de FDLR à Miriki, nous ne sommes pas exactement au point où il y a eu lieu ces attaques. Il se trouve que dans le cas de Miriki par exemple, l'attaque a eu lieu à l'arme blanche. Donc presque silencieusement. Et c'est après avoir fini leur sort de besogne que nous avons condamné fermement que des coups de feu ont été tirés en l'air et aussitôt les FARDC et la MONUSCO ont dépêché rapidement les troupes sur le terrain, mais l'ennemi s'était enfui. On a organisé ensuite, comme vous le savez, le renforcement des positions autour de Miriki pour renforcer la population. Par ailleurs, la MONUSCO interpelle la CENI quant à l'organisation des élections. À en croire Charles Bambara, l'ONU attend le cahier des charges de la centrale électorale pour fournir son aide. Nous attendons un peu le cahier de doléances de la CENI pour savoir exactement ce dont ils ont besoin, quand ils ont besoin de quoi exactement, pour qu'en réponse, la communauté internationale, donc les agences du système des Nations Unies, puissent apporter cet appui technique, financier, pour ce travail qui est très important. Signalons que le représentant spécial secrétaire général de l'ONU, Maman Sidikou, séjourne dans la partie est du pays où il va s'entretenir avec les autorités provinciales sur l'afflux de réfugiés burundais. Le soubassement de ce qui arrive à nos troupes en Centrafrique, c'est qu'on lui reprocherait le problème de cas de violence sexuelle. Parce que lorsque nous suivons le reportage sur Radio France Inter, la population regrette le départ de nos compatriotes. Alors, comment lier la non-performance au regret? C'est aussi une question que je me pose ici au pays. Alors, il y a un problème. En fait,
Aussi, il faut aller loin sans justifier l'acte de quelques brebis galets qui ont commis des fautes et que la loi pourrait toujours poursuivre. Il y a aussi d'autres troupes qui ont commis le même type de fautes et le traitement n'a pas été vraiment équilibré. Nous souhaitons que l'ONU soit juste dans sa prise de position pour qu'on ne soit pas avec une communauté internationale qui fonctionne avec deux vitesses, la place des moins forts et des plus forts, sans justifier les actes qui sont reprochés à certains éléments de nos troupes, comme les éléments des autres troupes, qui du reste nous condamnons d'abord. En même temps, l'image de notre pays en sort ternie. Alors, que faire pour que cette image soit redorée? Nous en référons au ministère des Affaires étrangères de notre pays, de nous donner les indications qu'il faut pour que de telles choses ne puissent plus arriver à notre pays de façon telle qu'elles sont en train d'être déplorées actuellement. Voilà, c'est un sentiment de regret, en même temps un sentiment qui ne justifie pas le comportement de ces bavures qui ont été commises sur le terrain, mais en même temps, nous savons que ce n'est pas comme toutes les troupes, toute la troupe congolaise qui a commis toutes ces fautes-là, c'était comme des individus, mais les mettre au nom de tout le monde, d'un pays, là, c'est injuste. Vous avez suivi Paul Tshilombo, la MONUSCO, hein, qui a dit avoir fait son travail par rapport au massacre de Miriki. Il y a toujours des morts à l'est de la République. On se pose la question, que fait réellement la MONUSCO dans cette partie de la République? Non. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous inversez le rôle. Le rôle de la sécurité des Congolais n'incombe pas à la MONUSCO, madame. Et que fait la MONUSCO alors? Elle nous accompagne, non? Appuie. Mais c'est ça. Qui doit jouer le premier rôle? C'est nous, Congolais. Laissez d'abord la MONUSCO tranquille. Il ne faut pas cacher nos incompétences derrière la MONUSCO. Vous avez suivi combien de fois le président Kabila est allé à Béni? Après son discours le lendemain, il y a des massacres. Et beaucoup de Congolais se posent. Comment vous pouvez expliquer ces gens qu'on nous présente comme les ADF, les FDLR, ce sont des rebelles ougandais, rwandais et tout ça. Mais ils ne vont jamais tuer en Ouganda. Ils ne vont jamais tuer au Rwanda. C'est chez nous qu'ils tuent nos compatriotes. Et cela, c'est pratiquement chaque semaine. Nous voyons lorsqu'on tue 10 Français, c'est tout le monde qui devient « je suis Paris ». Hein? Mais nos compatriotes sont charcutés, décapités chaque jour ici. Et ça ne met personne. Ça ne met personne. Ça, c'est de l'irresponsabilité de notre gouvernement. C'est de l'incapacité et de l'incompétence. Comment vous ne pouvez pas sécuriser une région où on tue régulièrement? Mais on ne comprend pas. Est-ce qu'il n'y a pas de... Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de traîtrise aussi au sein? On ne comprend pas très bien. Mais je vous dis que ces ADF-là, c'est devenu une nébuleuse. Et madame, constatez qu'à l'approche des élections, vous voyez toujours l'Est commence à s'agiter. Et souvent, ce sont des politiciens qui sont à Kinshasa, qui sont en train d'agiter ces champs-là. Et comme nous sommes dans une nébuleuse des ADF et on met tout sur la tête des ADF, moi je ne comprends pas. Et ces ADF-là, combien de fois vous avez vu, on les a attrapés? On les a amenés ici à Kinshasa, on les a montrés. Ce sont des extraterrestres. Ils peuvent venir à tout moment, ils tuent, ils disparaissent. Non, c'est faux, madame. Il y a des complicités. Et ça, c'est vrai. Il ne faut pas une guerre classique, c'est un peu genre guérilla. Non, mais attends, ça, ce sont des justifications. C'est un peu comme des terroristes. Vous avez vu le cas qui s'est passé dernièrement au Burkina Faso, c'est un peu ça. Madame, au Burkina Faso, ce sont des terroristes, ils s'affirment comme tels. Ils prennent en otage et ils vous attendent. Mais là, on nous dit que c'est une guérilla qu'on ne comprend pas. Et ces gens-là, je ne sais pas, ils ont été formés où, entraînés où. Vous voulez nous faire croire que nous, dans notre armée ici, il n'y a pas des gens qui peuvent maîtriser cette situation de Béni? Votre réaction en quelques mots par rapport au retour du contingent congolais de la République centrafricaine? Bon, je crois quand même que c'est une mauvaise nouvelle. C'est triste quand même. C'est une opprobre de plus jeter sur notre armée. Et comme l'a dit un de nos compatriotes, je crois quand même qu'il y a eu des troupes françaises aussi qui ont été accusées en Centrafrique, mais on n'a pas vu, on a renvoyé toutes les troupes, les contingents français de Centrafrique.
Mais pour nous... Mais il faut préciser que le cas de viol n'est qu'un élément. On dit qu'on n'a pas de matériel adéquat. Hein. Il ne faut pas seulement qu'on mette un peu l'accent sur le viol. Le matériel, on n'a pas le matériel adéquat. Pour exercer en Centrafrique. Bon, vous savez ça, ce sont des questions militaires. Je ne suis pas expert. Je ne suis pas en question militaire. Mais quand même, la population de Centrafrique a regretté le départ du contingent. Oui, mais alors c'est que la population voyait le travail que faisaient nos troupes sur terrain. Nous continuons, mesdames et messieurs. 15 ans que Mzee Laurent Désiré Kabila nous a quittés. Notre rédaction a tendu son micro et a recueilli l'avis des Kinois et protocolairement la commémoration officielle. 2001-2016, 15 ans se sont écoulés depuis la disparition de Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'occasion de cet anniversaire, les Kinois disent avoir gardé de nombreux souvenirs de ces vaillants soldats du peuple. Mzee Laurent Désiré Kabila est le peuple congolais, tout ça à Bilanga. Parce que Aboya qui te dépend ailleurs, tout ça à Bilanga pour te soutenir. Quand on cite les noms de Mzee, nous faisons allusion à un grand homme, à un président modèle de ce pays. Au côté de Bango, tant qu'il y a décision surtout concernant Makamba, Babissi Zana, des autres, on a fait Kangama surtout. Souvenir, Moussousou, Zalaki n'a pas un développement. Parce que c'était un président qui avait de bonnes visions pour ce pays. Il n'avait pas besoin de prendre de l'argent ailleurs, si ce n'est qu'utiliser l'argent de ce pays. Par rapport à la population, il poussait chaque personne pour vaquer à ses explications, que chaque personne puisse gagner un petit rien par rapport à son travail. Il ne voulait pas qu'il y ait des gens qui sont en train de manger, mais il fallait que chaque personne puisse travailler pour l'avancement du pays. Signalons que plusieurs activités sont prévues ce 16 février 2016 pour commémorer la mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est sous la pluie, dans une atmosphère teintée de sobriété et de solennité, que le président de la République, Joseph Kabila, qu'accompagnait son épouse, mais également leur fille, va se recueillir devant le mausolée de son prédécesseur. Un moment émouvant pour celui qui est à la fois héritier politique et biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila. S'en suivra d'autres membres des institutions étatiques et para-étatiques, corps diplomatiques, mais également les confessions religieuses. Ces dernières étaient particulièrement à l'honneur puisque cette cérémonie commémorative de la disparition du troisième président congolais a été placée sous le signe de la méditation, d'où l'organisation d'un culte interreligieux d'action de grâce. Une célébration qui n'a occulté en rien l'actualité nationale au pays. Certains n'hésitaient pas à afficher leur position, d'autres le faisaient en des termes à peine voilés. Quand une équipe gagne, une équipe congolaise gagne, même si je ne suis pas là, je dis j'ai gagné. Et puis si ça échoue, j'ai échoué. Mais pourtant je n'étais pas là. C'est pourquoi les spectateurs congolais sont en train d'examiner aussi les gestionnaires de notre pays. Changer de comportement. Tika eloko ya pamba pamba. Ça eloko yo ekobungisa mboka. Mais l'image du jour sera sans conteste celle-ci. L'archevêque de Kinshasa arrive 1 heure après le démarrage de la cérémonie, de quoi embarrasser le protocole. Mais le cardinal avait une belle excuse à ses côtés, la première dame, Marie-Olive Limbe Kabila. Voici une chanson que beaucoup ont peut-être oubliée, l'hymne des opprimés. Ce chant dédié au peuple congolais par Mzee Laurent Désiré Kabila dévoile les caractéristiques et les attentes du soldat du peuple pour sa nation. Dans cette chanson, Mzee Laurent Désiré Kabila dénonce toute injustice et invite les Congolais à l'unité pour bâtir une nation forte et prospère. Le soldat du peuple, frondeur et épris d'esprit des libertés, voit dans cet hymne la révolution comme un rempart devant permettre au peuple congolais de prendre en main sa destinée. Mzee Laurent Désiré Kabila, patriote et homme ayant foi aux valeurs et compétences de la République, a croisé sur son chemin un grand admirateur de ses actions. Il s'agit de la personne de Gabriel Chabani, dit Chabani Record. Les deux personnes ont un point en commun,
l'amour du Congo. C'est ainsi, après avoir auditionné l'hymne des opprimés, le patron du groupe Shabani Recording Media va décider de le produire dans son studio Shabani Record. L'objectif étant de permettre au milieu des Congolais de s'imprégner de la philosophie de Mzee Laurent Désiré Kabila, dont les plus connus sont « Prenez-vous en charge » et « Ne jamais trahir le Congo ». Les paroles devenues un style de vie pour les avertis, à l'instar de Gabriel Shabani Record. Paul Chilombo, quel souvenir gardez-vous de Mzee Laurent Désiré Kabila? C'était un homme qui avait une quelconque vision pour le Congo. C'était un homme rigoureux. Il n'a pas été tendre avec votre chef, non, non avec plus, votre non, père non plus. Quand je dis une certaine, quand je dis une certaine vision, je ne dis pas que je la partage nécessairement. Mais il en avait au moins une, Mzee. N'est-ce pas? Ça, c'est un. Des deux, Mzee, c'était quelqu'un qui avait une certaine rigueur dans la gestion de la chose publique. Ça, vraiment, je crois que parmi les dirigeants qui sont passés, il n'y en a pas beaucoup. Parce que Mzee avait compris que le mal congolais, c'est la corruption. C'est le détournement de deniers publics. Et madame, je vous dis, tous ceux qui claironnent aujourd'hui à la télévision, qui parlent de Mzee, la plupart d'entre eux ont passé ne fût-ce qu'une nuit en prison à cause de détournement de deniers publics. Il a arrêté presque tout le monde, tous ses collaborateurs. En tout cas, pour ça, j'ai toujours retenu un très bon souvenir de Laurent Désiré Kabila. Avec sa phrase célèbre, il a eu deux phrases clés, hein, Mzee Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo et que l'AFDL pour lui est devenu un conglomérat d'aventuriers. Qu'est-ce que vous comprenez de ces deux phrases-là 15 ans plus tard? Ça garde toujours la même Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non. Ne jamais trahir le Congo, ça veut dire qu'on ne peut pas être complice de ce qui se passe à Béni. Aujourd'hui, le Congo est trahi par ses propres fils. Ne jamais trahir le Congo, c'est respecter aussi la Constitution. C'est ne jamais trahir le Congo. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe, madame. On peut changer la Constitution, non? Il y a des articles qui peuvent être respectés. Il faut dire aussi à la population. Je dis on peut changer en respectant. Je dis bien respecter. Si la Constitution elle-même prévoit son mécanisme de changement, on change. Mais si la Constitution dit on ne me touche pas, on ne me touche pas. C'est ça, respecter la Constitution. Parce que ceux qui jouent avec la Constitution, ils jouent avec le feu. Vous voyez ce qui se passe à l'Est. C'est le ventre mou de notre pays, l'Est, là. Et je vous dis que au moindre chaos ici, nous allons perdre ce pays. Donc, revenons un peu au dialogue. C'est vrai que j'ai suivi aussi d'autres compatriotes qui disaient que Mzee était pour le dialogue. On a eu une guerre en 1998, pendant le pouvoir de Mzee Laurent Désiré Kabila. Est-ce que Mzee prônait le dialogue pour calmer, par rapport à son fils qui a fait le dialogue des Sun City pour calmer la situation? Mzee prônait, il prenait le dialogue, mais pas n'importe quel dialogue. Mzee avait une certaine fierté nationale. Ça, il faut le reconnaître. Il n'acceptait pas n'importe quoi. Il n'acceptait pas... Mais il avait quand même dialogué avec d'autres personnes. Oui, bien sûr. Mais les accords de Lusaka, c'est lui qui avait... Mais les négociations étaient difficiles parce qu'il ne faisait pas trop de concessions, selon lui, qui compromettait l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, il y a deux camps, Paul Chilombo, professeur. Il y a deux camps aujourd'hui, les pros et les anti-dialogues. Ceux qui ne veulent pas le dialogue prennent pour le chaos. Aujourd'hui, sans dialogue en République démocratique du Congo, c'est le chaos. Non. Il faut pas aller aux extrémités. Il ne faut pas aller aux extrémités. Il ne faut pas dire que ceux qui ne prennent pas le dialogue, ils sont pour le chaos. Non. Nous disons seulement que le dialogue est la meilleure voie pour résoudre nos différends. Mais il y a les institutions classiques, Paul Chilombo. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? C'est ça justement leur argument. Parce que nos amis nous disent qu'il y a les institutions. Mais ils sont au Parlement. Combien de lois ils ont fait passer là-bas? Ils sont tout le temps en train de boycotter plutôt les séances à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Combien de ministres ils ont déjà fait tomber au sein des institutions? Ils sont là, ils sont impuissants.
Ils sont impuissants parce que Kabila est la majorité présidentielle. Dans ces institutions, ils sont tout puissants. Ils ne peuvent rien. Mais oui, justement, mais cette loi de la majorité, lorsqu'elle planifie des élections truquées, nous devons nous y opposer. Et quelle est la meilleure façon de s'y opposer? C'est ça la question qui se pose. Vous avez vu l'image forte que nous a ramenée Élisée Odia. Merci à toi de la venue de Madame Olive Lembe avec le cardinal. Lui, il est cardinal toujours, le cardinal Mosengo. L'image parle, hein, toute image est langage. Pour vous, quel est ce langage de cette image? Bon. Que Mosengo a cédé, puisqu'on se dit que Mosengo a faibli, que Mosengo a subi des injonctions ou les supplications de Madame Olive pour venir. Non, bon, moi je ne suis pas dans les secrets de Dieu. J'aime pas trop supputer. Je constate seulement que Monseigneur est arrivé un peu en dehors de toutes les normes protocolaires, parce que quand le président de la République est déjà là, mais malheureusement il n'est pas seul, il était accompagné par la première dame. Bon, en tout cas, sincèrement, c'est incompréhensible. Je ne sais pas à quoi ils ont joué, sincèrement. Je ne sais pas. Okay. Ils l'ont fait sciemment, ou il y a une explication cohérente, je ne sais pas. Mais en principe, ça ne devait pas se faire comme ça. Ça ne devait pas. Nous poursuivons, nous prenons le volet social, mesdames et messieurs, remise de prix aux magistrats et sit-in des médecins. Ce prix remis demain du président de la Chambre des députés, Obem Inakou, vient récompenser les valeurs et la qualité des services de magistrats de la République. 40 au total ont été retenus par un jury anonyme composé d'avocats, gouverneurs de province ou encore membres de la société civile. Cette deuxième édition de la remise des prix aux magistrats exemplaires a été une occasion pour le procureur général de la République, Flori Kabangenumbi, de sensibiliser les magistrats au respect des règles de la profession. Le PGR reconnaît par ailleurs que le groupe primé pour l'édition 2015 n'est qu'un échantillon des hommes intègres disséminés dans différents parquets de la RDC. Soyez fiers de la reconnaissance de toute une nation. Vous avez assurément mérité de la patrie. Demeurez donc résolument engagés à maintenir le cap. Cette distinction exige que vous puissiez davantage œuvrer pour le mériter encore à l'avenir, en recherchant toujours le meilleur. Ça n'est suivi le mot de remerciement de lauréats. Ces prix nous appellent à nous remettre en question chaque jour pour justifier les choix portés sur nous et ensuite pour les autres magistrats améliorer la qualité de leur travail et leur comportement pour mériter un jour la prime d'excellence. Cette initiative se veut un apport dans le long processus de la réforme de la justice en République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour réclamer notre droit. La prime des risques, c'est un droit. En tant que médecin, nous travaillons, mais nous ne sommes pas payés. Ce n'est pas normal. Franchement, nous sommes désolés et nous serons là à la rue. S'il faut rester, nous allons rester. Vous êtes sans oublier que nous avons entamé cette démarche en date du 8 août de l'année écoulée. Nous avons été reçus par le ministre des Budgets. Il a donné une promesse ferme que l'argent récupéré devait être servi pour la paie de médecins. Nous sommes allés avec les négociations très loin. Je me rappelle en date du 8 octobre, la primature, à travers une correspondance que nous lui avons écrite, elle a eu à nous répondre et nous a recommandé de maintenir les contacts avec le ministère de la Santé. Nous avons insisté à maintes reprises à avoir les contacts avec le ministère de la Santé. Il ne nous a jamais reçus. Et à ces jours, il nous fait un ping-pong. Nous sommes allés même au niveau de la présidence de la République. Mais hélas, jusqu'à ces jours, il n'y a aucune option levée par les gouvernements. Plus de 1400 médecins qui travaillent dans des conditions déplorables dans toute l'étendue de la République et qui sont incapables de prendre leur foyer en charge. Nous demandons au Premier ministre de prendre des mesures qui s'imposent pour que nous soyons remis dans notre droit.
professeur Pochinoum, c'est vrai qu'au dialogue, vous ne parlerez que du processus électoral, mais regardez ces images fortes de ces médecins qui font leur travail vraiment avec risque et péril, mais qui sont là, en train de tournoyer. Mais madame, c'est ça justement, ça c'est le topo de la gestion Matata. Ce sont des gens insensibles. Comment voudriez-vous que ces médecins qui soignent nos mamans, nos enfants, peut-être parce que eux, leurs enfants, ils les envoient en Afrique du Sud et en Europe. Comment d'abord dans un pays normal, des gens peuvent travailler et sans être payés? Ils doivent marcher jusqu'à la présidence de la République pour qu'ils puissent recouvrir leurs droits. C'est quel pays ça? Je suis désolé, mais attends, c'est incompréhensible, inconcevable. Comment un médecin qui vient chaque jour, qui traite notre population, qui nous traite nous, parce que nous allons dans ces hôpitaux-là, mais il n'est pas payé, il peut avoir quelle morale? Comment peut-il venir, parce que la plupart d'entre eux, ce sont des pères de famille. Comment il peut venir soigner les enfants des autres alors que ses propres enfants n'ont rien à mettre sous la dent? C'est ça le social de Matata. C'est ça le régime Kabila. Et je suis... D'ailleurs, il y a un autre élément qui est passé là, sur les magistrats qui ont été primés. Ils ont été primés, c'est quand même une bonne chose de primer, oui, mais justement... ceux qui font leur travail dans l'excellence. Non, mais madame, moi je ne sais pas si dans d'autres pays, on prime les magistrats. Nous devons sortir... La RDC n'est pas n'importe quel pays. Oui, nous sommes les descendants de Kimba Vita et de Kimbangu, c'est bien, mais voilà les conséquences. Je veux dire ceci. Quand vous primez 10 magistrats, ça veut dire que les 9000 autres ne travaillent pas bien. C'est un échantillon, on l'a bien dit. Oui, mais vous, l'échantillon sur base de quoi? Ce dont nous avons besoin, c'est ceci. Que les magistrats de notre pays soient bien rémunérés. Moi, je crois que le véritable chantier avec lequel il faut commencer, c'est l'indépendance de cette magistrature. Parce que la gangrène de notre pays, c'est la corruption et l'impunité. Il faut que le magistrat soit bien traité, n'est-ce pas? Pas des dons. Nous devons sortir de cette culture des pays des dons, de ces longs dons, des dons. Non! Ils ont besoin d'être mieux payés, point barre. N'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils ont passé un concours. Sur base de quels critères? Vous connaissez dans ces pays, il y a combien de magistrats? Qui a fait le monitoring pour suivre tous les magistrats de ce pays? Ça va créer une frustration pour les autres? Mais bien sûr, bien sûr. C'est qu'il y a payer les magistrats correctement, ils vont faire leur travail. Ils n'ont pas besoin de tous ces tralalala. Ils ont payé, ils ont besoin d'être bien payés, qu'ils prennent en charge leur famille et qu'ils travaillent. Vous avez déjà été au parquet de Matete. Vous voyez les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent, madame. Des fois, ils n'ont même pas de papier. Ils sont entassés dans des bureaux impossibles. Ce sont des messieurs, des magistrats. Et comme on dit que c'est la justice qui élève une nation, mais celui qui dit cette justice-là est autant négligée, comment il va dire cette justice correctement? Il est bien tenté par la corruption hein, dans ces conditions-là. Oui, mais attendez. C'est un humain après tout. Attendez, hein. C'est un humain, il a ses faiblesses, c'est pourquoi il faut le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il travaille seulement devant la loi de sa conscience. Coup d'œil aux activités des partis politiques, mesdames et messieurs, deux comme à l'accoutumée, l'UDPS et le PPRD. Décidément, entre l'UDPS et le Front citoyen 2016, la guerre semble ouverte au regard de divergences de points de vue s'agissant du dialogue. Le secrétaire général de l'UDPS aura même des mots durs pour qualifier les membres de cette structure anti-dialogue. Ceux qui disent non aujourd'hui au dialogue sont ceux-là même qui ont créé des plateformes politiques dont la CVD, donc Coalition pour le vrai dialogue. Sauvons le Congo, encore force politique et sociale pour exiger la tenue du dialogue. Qu'est-ce qui a changé pour que subitement ce monsieur et dame crient haut et fort qu'aller au dialogue constitue une trahison? N'est-ce pas une trahison que d'avoir accepté de se faire investir à l'Assemblée nationale
un certain 16 février 2012. L'UDPS pense également jouer en solo quant à la candidature unique au sein de l'opposition, refutant du coup la proposition des primaires suggérée par d'autres. Le parti du Sphinx rappelle à qui veut l'entendre que le dialogue, conformément à l'accord cadre, demeure la voie obligée pour un processus électoral apaisé, tout en fustigeant en passant la démarche d'achat des nouveaux kits par la CENI. L'UDPS rappelle que la fraude électorale de 2011 a été favorisée par des kits truqués. À ce jour, l'UDPS n'est pas dans la CENI, voit dans cette démarche un autre complot en préparation contre elle. À la plainte déposée contre leur président en Belgique, le secrétaire général de l'UDPS la qualifie de sans objet, tout en remettant en cause la qualité même des plaignants, ces derniers ayant déjà été exclus du parti. Ce jour du lancement de la Semaine des héros s'est voulu pédagogique et commémorative en même temps. L'assistance, composée de membres et cadres du PPRD, mais aussi deux amis de Mouzé Laurent Désiré Kabila, a été édifiée par différentes interventions. Les dispensations du jour ont révélé les nationalismes qui a caractérisé Kimpa Vita, Simon Kimbangu ou encore Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. En cette période où l'on commémore les deux dernières personnalités, leur combat a été mis en exergue, histoire d'inspirer à la jeunesse du parti des modèles de patriotisme. Henri Mova-Sakani, secrétaire général du PPRD, a saisi l'occasion pour rappeler à ses camarades le sens du combat du PPRD. Au PPRD, nous disons notre ultime raison, c'est le bonheur du peuple congolais, le pouvoir avec un moyen. Et donc, en y étant, nous ne voulons pas nous pérenniser pour le simple besoin d'y être en termes de posture, mais c'est parce que nous pensons fermement que le bonheur du peuple congolais est à la clé. Ces derniers a par la suite instruit l'assistance sur le respect de son engagement en politique. C'est très important de mener la lutte en sachant pourquoi on la mène. Ce n'est pas un match de football, ce n'est pas un jeu d'enfants dans la rue. Il est question de vie ou de mort lorsqu'on s'engage en politique. Il est question de destin de communautés millionnaires comme la communauté congolaise. La Semaine des héros vise entre autres à permettre à la jeunesse du PPRD de calquer les valeurs patriotiques incarnées par les héros nationaux, à l'instar de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Chilumbu, professeur Paul Chilumbu, que reste-t-il de l'héritage de Mouzé Laurent Désiré Kabila aujourd'hui? C'est vrai qu'on en parle même. Oui, mais c'est une question pertinente, madame. Et je crois que nous devons quand même réfléchir par deux fois pour dépenser autant d'argent pour célébrer les héros. Parce que, concrètement, qu'est-ce qui reste de l'idéologie du lumumbisme? Lumumba est mort avec son lumumbisme. Tous ceux qui se proclament aujourd'hui lumumbistes ne le sont pas selon vous? Il n'y a plus de lumumbistes dans ce pays. On aurait dû croire ça. Même les kabylistes, Kabila est mort avec son kabylisme. Mais nous avons vu la coalition Palou, PPRD gérer ce pays. En quoi sont-ils différents de Mobutistes? Qu'est-ce qu'on reprochait aux Mobutistes qu'eux ne font pas? C'est ça la question fondamentale. Ils ont tous bu aux mamelles du Mobutisme. Aujourd'hui, ils sont tous des néo-Mobutistes. Kabila est parti avec sa rigueur, sa vision pour le Congo. Combien de scandales chaque jour sur le détournement des deniers publics? Vous avez vu le scandale le plus récent du FPI. Madame, des gens se pompent des millions, on parle en termes de millions, de la République. Et on nous chante patriote. Quel est ce patriote qui n'arrête pas de voler son peuple? Quel est ce patriote? Regardez ces jeunes médecins qui travaillent à la sueur de leur front. Ils ne savent même pas avoir un salaire. Mais il y a des gens qui se pompent des millions chaque jour, madame. Le lumumbisme est mort.
Le kabylisme est mort. Ces deux héros sont partis avec leur vision, avec leur doctrine. Tous ces gens que nous voyons là, mais regardez même, suivez mon regard, ce sont des Mobutistes, tous, je dis bien tous. Moi, j'aimerais que quelqu'un me dise, qu'est-ce qu'on reprochait à Mobutu que ces gens ne font pas? Que ces gens ne vont pas? C'est chaque jour scandale sur scandale. Et l'impunité la plus totale, dans l'impunité la plus totale. Ici au Congo, on vole à ciel ouvert. Tout le monde est au courant. Le président de la République est au courant. Le Premier ministre est au courant. Le PGR est au courant. Les journaux en parlent chaque jour. Vous voyez quelqu'un bronché? Et c'est avec cette corruption qu'on nous parle d'un pays émergent. Vous avez suivi Luzolo Bambi, madame, qui est le chargé, le conseiller du chef d'État en matière de lutte contre la corruption. Mais il vous dit que entre 10 à 15 milliards chaque année se volatilisent. Mais qui les volatilise? C'est leur camp, c'est eux qui sont en train de gérer. J'ai dit 10 à 15 milliards chaque année, alors que nous avons un budget pratiquement de 5 milliards sur fonds propres. Mais les gens se tapent les 10 milliards. Et après avoir pris les 10 milliards, ils suivent encore les 5 milliards là, dans le budget là. Parce que les FPI là, c'est dans les budgets, hein, l'argent là qu'ils ont pris. Donc ils se tapent les 10 milliards. Maintenant, le petit 5 milliards, pour nous, les 70 millions là, ils viennent encore dedans. Ils se tapent encore des millions là dedans. C'est ce qui reste de l'héritage. Zéro. Non, mais c'est zéro. Ce sont des Mobutistes tous. Ils ont été à l'école du Mobutisme. Ils font tout ce qu'on a reproché. Je me demande même s'il fallait vraiment qu'il y ait 8 millions de morts dans ce pays pour chasser Mobutu et revenir dans un tel régime. Par rapport aux faux citoyens, pourquoi vous en voulez autant aux faux citoyens? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui en veut aux faux citoyens? Attendez, madame, vous savez le sens de notre combat et de Etienne Tshisekedi. C'est que chaque Congolais soit libre de s'autodéterminer. Vous comprenez? Nous, à l'UDPS, nous concevons que nos compatriotes sont libres de faire leur plateforme. N'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas obligés d'y adhérer. Le Front citoyen est contre le dialogue. Mais vous êtes pour. Non, nous sommes pour le dialogue. Genre peut-être pré-dialogue aussi dans l'opposition pour avoir... Mais pré-dialogue pour faire quoi? Parce que est-ce que pour parler, madame, le dialogue fait du mal à qui? Franchement. Mais entre vous ne parlez même pas dans l'opposition. Mais pourquoi on ne se parle pas? On se parle. On se parle. Dans l'opposition est madame, plurielle, chacun a sa madame, position. J'ai eu à faire plusieurs débats. Là, il n'y aura jamais alternance avec vous parce que vous n'avez même pas un son, une voix. Mais je vais vous raconter une blague. En 2010, lorsque nos amis quittent le PPRD, ils viennent, ils disent qu'il faut les primaires dans l'opposition. Comme la blague de Moïse d'ailleurs. Nous disons non. Ils ont dit d'accord, l'opposition part divisée aux élections, n'est-ce pas? Qui en sorte perdant? C'est vous-même, non? Non, mais attendez, qui a été le premier à proclamer la victoire de Tshisekedi à la Cour suprême de justice? C'était pas Vital Kamerhe? Non. Madame, vous savez, c'est trop facile de se prévaloir à la télévision. C'est trop facile. Nous sommes un parti de masse, madame. Nous avons le peuple derrière nous. Nous l'avons démontré. Nous respectons leur point de vue, mais qu'ils arrêtent de diaboliser tous ceux qui veulent aller au dialogue. Mais parce qu'en revanche, ils proposent quoi? Ils ne proposent rien. Ça fait plus de 30 ans que l'UDPS est toujours dans l'opposition. Quand est-ce que vous aurez le pouvoir? Qu'est-ce que vous faites pour avoir ce pouvoir-là? Oui, mais justement... Avec cette attitude, vous serez opposant à vie. Non, mais laquelle? Toujours opposant au régime en place. Attendez, lorsque vous voulez dialoguer, ça veut dire que vous êtes opposant à vie. Parce que nous voulons dialoguer. Non, ça c'est notre question. Vous savez combien de vies? Vous savez combien... Non, je vous ai dit au début de cette émission, si c'était le pouvoir pour le pouvoir, l'UDPS serait déjà au pouvoir. Mais est-ce qu'il faut sacrifier 8 millions de Congolais pour prendre le pouvoir et ne rien faire? C'est ça votre conception du pouvoir? Non. Battez-vous pour avoir le pouvoir. Mais c'est ce que nous disons, que nous sommes non-violents. Nous sommes non-violents, madame. Nous croyons en la démocratie, aux valeurs de la démocratie. Nous croyons que nous aurons le pouvoir
par la voie des urnes et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre jusqu'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de refuser de dialoguer. Madame, je vous dis une chose. Plus tôt nous irons au dialogue, plus vite nous organiserons les élections. Et nous commençons même à soupçonner que nos amis là ne croient pas réellement aux élections. Ils ne croient pas. Mais qui a créé ce blocage-là? C'est vrai qu'on a l'impression que l'UDPS cautionne aussi certaines choses, puisque ce blocage a été créé quelque part. Mais par qui? Par l'UDPS? C'est pas l'UDPS qui a... Et qu'est-ce que l'UDPS en a? Quelle est la responsabilité de l'UDPS dans cette situation? Madame, c'est le gouvernement de Kabila qui a échoué. Non, Madame, vous tenez un discours très dangereux. Il faut éclaircir. Oui, c'est ça, c'est la question que j'ai dit ceci. Vous venez pour colmater, pour donner du souffle. Mais quelle brèche nous voulons que nous puissions organiser des élections, point barre. C'est ça le sens du dialogue, madame. Il n'y a pas de colmatage, il n'y a pas de gestion ensemble, il n'y a rien. Nous disons seulement que nous voulons un processus électoral d'abord consensuel. Vous n'aurez pas un poste au sein, s'il y a un gouvernement, l'UDPS ne prendra pas un poste, pas vous pensez vraiment que ce sont des postes qui peuvent impressionner l'UDPS? Vous savez ce que nous avons refusé? Nous sommes rentrés de Sand City ici, madame. Nous avons refusé d'aller au pouvoir. Nous n'avons même pas envoyé nos membres au Parlement de transition. Nous avons refusé. Ce n'est pas un pouvoir déjà titubant et finissant tel qu'il est là qui peut intéresser l'UDPS. Ça ne nous intéresse pas, madame. Nous voulons un processus électoral apaisé, consensuel. Nos amis qui refusent le dialogue, parce que maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que la CENI publie les calendriers. Que la CENI publie les calendriers. Mais quand la CENI va publier ce calendrier, je suis sûr qu'ils vont contester ce calendrier-là. Mais alors, où est le problème si on trouve un consensus? La dernière question, vous nous prenez en otage, vous prenez la République en otage avec vos ping-pong là, chacun joue son jeu. Madame, je crois que le peuple ne peut pas être pris en otage parce que le peuple congolais est suffisamment mûr et connaît de quel côté se trouve la vérité. Nous allons conclure, mesdames et messieurs, cette rétrospective par la réaction d'un juriste par rapport au bouchage des cimes et la remise des véhicules aux professeurs à l'Université pédagogique nationale. D'entrée de jeu, le président national des consommateurs voit en cette décision de bouchage de cimes des abonnés un frein, mais surtout un obstacle aux objectifs du gouvernement. Chief Chipamba s'explique. Aujourd'hui, avec la bancarisation, l'on encourage le paiement par voie de téléphone. La détention d'une carte SIM cesse d'être simplement un moyen de communication. C'est un numéro bancaire, c'est un moyen de paiement. Nous avons signé un contrat avec les entreprises de communication, en sorte qu'ils nous fournissent la communication, permettez-moi la tautologie. Dans ces contrats-là, il est prévu que quand moi, je ne me fais pas enregistrer, vous devez me boucher, madame. La qualifiant de disproportionnelle, non adaptée et violant les droits des consommateurs, cette décision peut être revue par son initiateur. Voilà qui justifie cette démarche que propose le président national des consommateurs. On identifie la personne en amont et non en aval. La sanction pourrait être, par exemple, aujourd'hui là, vous ne vous faites pas enregistrer. Quand vous rechargez, on réduit le nombre de crédits. Ok? Le jour où vous allez vous faire enregistrer, on vous retourne vos crédits. Mais non qu'on vous empêche de communiquer. À lui de conclure que si rien n'est fait de la part du gouvernement, les consommateurs sont en droit de revendiquer, mais aussi d'initier une pétition. La cérémonie de remise de nouveaux véhicules est sobre. Des enseignants, membres de l'association des professeurs de l'UPN sont là. À eux se sont joints des professeurs de l'ISP et de l'ISC Gombe. L'initiative a pu aboutir grâce à Katanga Motors en partenariat avec la BIAC. 52 véhicules au total ont été remis aux contractants ce jeudi 14 janvier 2016 après une patience de 2 ans environ. Philippe Chollet, directeur financier de Tract Afrique Congo, se dit plutôt satisfait de l'aboutissement heureux de ce partenariat gagnant-gagnant. La première remise officielle de véhicules aux professeurs de l'UPN. On espère que
ce partenariat entre la BIAC et Tract Afrique Motors puisse se poursuivre. Les bénéficiaires eux-mêmes sont contents de leur patience qui a fini par payer. Finalement, on est arrivé, on l'a attendu depuis 2 ans déjà. Maintenant qu'on y est, ce n'est qu'un plaisir. Je suis content, il y a air conditionné. Il n'y avait pas moyen de chercher mieux dans ce pays-ci. Madame Chirine Dito, directeur retail de BIAC, promet d'autres remises de véhicules pour bientôt. C'est un projet qui date depuis 2 ans, qui arrive à plus ou moins aboutissement aujourd'hui et nous confirmons que ce n'est que le commencement de ce projet. Nous comptons financer également les professeurs sur Kinshasa pour ceux qui veulent évidemment, ainsi qu'à l'intérieur du pays. Ces véhicules, produits d'un crédit accordé par BIAC aux professeurs de l'université de l'UPEN, ISP et ISC Gombe, le remboursement se fera pendant 60 mois. Les contractants disent être à mesure d'honorer leurs engagements. Paul Chilumbu, vous êtes aussi professeur à l'université. Ça fait quand même plaisir qu'on vous facilite un peu ce côté véhicule, hein, ce côté transport. Ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est un crédit. Ah. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont payer. Non, mais attends, il y a aucun... C'est pas un cadeau. Hein? C'est pas un cadeau. Hein? Et vous payez avec les intérêts. Je vous dis que même les prix auxquels ces véhicules-là sont donnés, il faut réfléchir 2 fois pour les prendre. Hein? Donc, c'est comme moi, je vais prendre un crédit pour acheter ma maison ou les meubles. Et pourquoi on doit s'en émouvoir? En tout cas, personnellement, c'est tout à fait normal. Dans tous les pays du monde, ça se fait comme ça. Donc, il n'y a rien de nouveau. Sous le soleil. Ouais. Alors, par rapport au bouchage de cime, vous avez suivi le président des consommateurs congolais qui se plaint hein, qu'aujourd'hui, on punit. On avale aujourd'hui. C'est la population qui trinque toujours par rapport aux décisions que l'on prend. Oui, mais madame, nous vous disons toujours que l'État pose problème dans ce pays. Est-ce que vous vous souvenez que ce n'est pas la première fois qu'on puisse enregistrer nos signes? Comme le disait monsieur, c'est en amont qu'il faut enregistrer, pas en aval. Pourquoi ils ont permis que les gens puissent acquérir ces signes et à la fin demander aux gens d'aller faire des queues? Vous savez, nous sommes combien de personnes ici? C'est intenable. Ne fût-ce qu'à Kinshasa ici. Dans les sociétés de télécommunications. Et vous pensez vraiment que 3 millions de personnes peuvent aller s'aligner pour enregistrer leurs signes? Et d'ailleurs, pourquoi cette mesure seulement maintenant? Mais peuvent pas trouver une façon électronique d'enregistrer les gens pour que les gens ne se déplacent pas physiquement. Je ne sais pas. Oui, mais ça va poser un problème d'identité. Bon, peut-être parce qu'il faut une pièce d'identité. Mais le problème, c'est que pourquoi maintenant? C'est la panique. Vous avez suivi les caméras qui sont en train de mettre partout dans la ville. Vous sillonnez l'Europe, hein, Paul Chilumbu, les caméras, c'est à Paris, ça y est, à Londres, partout ailleurs, aux États-Unis, à New York, partout, il y a des caméras. C'est une priorité. Nous avons manqué, sécurité, les caméras. Nous avons manqué 2 millions de dollars pour organiser les élections des gouverneurs. Les élections ne sont pas prioritaires. Hein. Ah oui, dans votre pays, dans votre monde à vous, hein. Mais vous ne savez pas que vous jouez avec le feu, hein, madame. C'est jouer avec le feu. Vous savez ce que le prix a payé pour que nous puissions arriver à ces élections? Il y a eu des morts, madame. Il y a eu des morts. Nous avons perdu des millions de Congolais. Et vous dites que les élections ne sont pas prioritaires. Vous savez le prix que nous avons payé pour avoir le pacte républicain de Sun City? Vous savez, madame. Et aujourd'hui, lorsque vous dites, vous oubliez que nous avons encore une paix fragile. Et cette paix ne peut être consolidée que par un cycle électoral régulier, apaisé et transparent. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci au professeur Paul Chilumbu d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, le professeur Paul Chilumbu de l'UDPS. Il vous a donné le point de vue officiel de son parti par rapport au dialogue et à bien d'autres sujets d'actualité. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices fidèles d'Info 7. Et merci à ma couturière Karine Kandou pour les belles tenues en pagne qu'elle me fait chaque semaine. Et nous nous retrouvons avec le même
plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.